Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans l'intimité d'une œuvre qui va vous faire découvrir un des tableaux des collections du Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Je suis Corentin Dury, conservateur du patrimoine chargé des collections anciennes à Orléans. Dans cette vidéo, nous allons découvrir un tableau de Gregorio de Ferrari intitulé Le repos durant la fuite en Égypte, peint en 1674-1675 à Gênes. Cette œuvre provient de la collection d'Helena et de Guy Mottet de Narbonne, dans laquelle elle était encore récemment. Vous voyez ici une image de la collection, même de l'appartement où vivent les tableaux avec les deux propriétaires, qui, grâce à une complicité avec le musée d'Orléans et la générosité des deux propriétaires, ont pu être transportés jusqu'à Orléans pour être présentés dans une exposition qui révélait en 2018 l'intégralité de la collection Mottet de Narbonne, avec en plus une présentation de ces deux collectionneurs particulièrement liés au monde des musées, à l'histoire de l'art, et qui a décidé à l'occasion de cette exposition de s'associer pleinement au Musée des Beaux-Arts d'Orléans en proposant en don au musée, à l'occasion de l'exposition, le tableau de Gregorio de Ferrari, Le repos durant la fuite en Égypte. Et vous voyez ici Helena et Guy posés à l'occasion de cette annonce devant le tableau au musée d'Orléans. L'œuvre absolument essentielle offerte par Helena et Guy Mottet de Narbonne est un tableau peint par Gregorio de Ferrari, dont vous voyez ici un portrait gravé daté de quelques décennies après la mort de l'artiste. Gregorio de Ferrari est donc un peintre originaire du nord de l'Italie, plus précisément de la République de Gênes. N'oublions pas que jusqu'au XIXe siècle, l'Italie était fragmentée entre différents États et différentes républiques. Et dans cette République de Gênes, naît en 1647, sur la côte, Gregorio de Ferrari, qui assez rapidement se destine à la carrière de peintre et pour cela part se former à Gênes. Là, il entre dans l'atelier de Domenico Fiasella. Vous voyez ici un tableau peint par cet artiste conservé au musée de Chambéry. Et pour parfaire sa formation et répondre à des commandes, dans les années 1660, il se rend à Parme, duché des Farnèse, où il va travailler pendant quelques années et notamment s'inspirer d'un artiste extrêmement important, Correggio, dont je vous rappelle que le musée des Beaux-Arts d'Orléans possède une Vierge à l'Enfant avec le Petit Saint-Jean. Une période donc extrêmement importante pour l'artiste puisqu'il rentre en contact avec un des référents essentiels de sa peinture durant toute sa carrière, un artiste du XVIe siècle qu'il voit dans la plupart des églises et dans la collection Farnèse à Parme. Et une fois cette période à Parme, Corrège décide de retourner à Gênes où il mènera une carrière extrêmement importante jusqu'à sa mort en 1726, notamment en lien avec Domenico Piola et ce que l'on appelle la Casa Piola, à savoir un important atelier créé par Domenico Piola et dans lequel travaille une grande partie de sa famille, qui finit par être également Gregorio de Ferrari, puisque ce dernier épouse la fille de Domenico Piola. La toile offerte au musée d'Orléans mesure 1 mètre de hauteur, et vous la voyez ici à l'échelle, avec deux autres compositions qui sont absolument essentielles pour comprendre les prémices et la création de notre tableau. En effet, Gregorio de Ferrari répond avec ces 3 toiles à une commande de Cristoforo Battista Centurione pour l'église San Giovanni Battista dei Padri Teatini dans un quartier ouest de Gênes. Le premier tableau que vous voyez à gauche est une première esquisse, une première pensée finalement de Gregorio de Ferrari pour le tableau, avec une tentative de créer sa composition, qui est aujourd'hui conservée au Palazzo Bianco à Gênes. Le deuxième tableau, le bozzetto le plus achevé et qui a très certainement été présenté au commanditaire avant d'engager l'exécution de la toile finale, est le tableau aujourd'hui offert à Orléans avec un caractère assez rapide encore, mais une composition bien structurée, bien posée, qui correspond quasiment parfaitement à la composition finale. Vous pouvez jouer au jeu des 7 erreurs avec quelques détails, mais dans l'ensemble, la composition est là, et l'on peut vraiment parler de bozzetto du fait qu'il y a encore quelques hésitations, et notamment, regardez comment le bras de l'ange étendu a été redéplacé. On voit notamment un repentir à cet endroit-là, ce qui permet vraiment de voir finalement l'artiste au travail dans quelque chose de presque abouti. Et vraiment la toile terminée qui correspond à cette commande de 1674-1675 pour l'église des Théatins, c'est un tableau qui aujourd'hui a été déplacé et se trouve dans l'église San Siro de Gênes, une œuvre de 2,63 m avec
cette grande composition, un petit peu plus en hauteur que le bozzetto, donc l'esquisse conservée à Orléans, mais une cohérence et une unité entre les deux derniers tableaux, tandis que le tout premier, comme on l'a vu, est déjà encore un peu éloigné du résultat final. Afin de bien comprendre la création de ce tableau, il faut se tourner vers l'auteur des vies des peintres, sculpteurs et architectes génois, à savoir Carlo Giuseppe Ratti, qui en 1769 publie ce texte essentiel pour comprendre la peinture à Gênes au XVIIe et au tout début du XVIIIe siècle. Gregorio de Ferrari bénéficie d'une vie, soit d'une notice biographique, et Ratti insiste énormément sur l'activité de l'artiste à Parme au tout début de cette vie, pour nous faire comprendre l'enjeu qu'a eu la découverte de Corrège, un artiste du XVIe siècle actif à Parme, pour Gregorio de Ferrari, qui arrive dans la ville et découvre les compositions de Corrège, cette manière de travailler la lumière, cette manière de donner corps aux couleurs, qui ont une influence tout au long de la vie de Gregorio de Ferrari sur sa peinture. Ce qui est important pour nous, donc vous voyez le texte en italien à droite et une traduction partielle des extraits les plus importants en français en partie basse. Vous voyez comment Corrège est un élément marquant puisque Gregorio de Ferrari commence par copier les grandes compositions du Duomo. Vous voyez ici en haut à gauche la grande coupole du Duomo peint par Corrège, une composition monumentale en trompe-l'œil. Mais il continue avec des œuvres, cette fois-ci d'autel, la Grande Madone avec Saint Jérôme et Marie-Madeleine, et surtout, le repos durant la fuite en Égypte. Ce tableau, vous le voyez, est bien sûr à mettre en lien avec notre tableau de Gregorio de Ferrari aujourd'hui à Orléans, et vraiment, les compositions sont particulièrement proches et ce témoignage de Ratti, qui est publié finalement que quelques décennies après la mort de Gregorio de Ferrari, est à prendre en compte pour cette connaissance directe du tableau, puisque Ratti précise même que le duc Ranuccio Farnese a décidé de faire retirer des lieux d'origine les deux tableaux de la Madone avec Saint Jérôme et Marie-Madeleine et du repos de la fuite en Égypte, pour que Gregorio de Ferrari et peut-être d'autres artistes puissent mieux voir les compositions et mieux les copier. La Madonna della Scodella, soit la Madone à l'écuelle, voyez l'objet que la Vierge tient dans sa main droite, est un tableau de Corrège daté de 1528-1530 que donc Gregorio de Ferrari a très bien connu et qui, de manière évidente, a marqué l'artiste pour la création de sa composition. Le repos durant la fuite en Égypte arrive au moment où Hérode est en train de massacrer tous les nouveau-nés dans son royaume et Joseph, heureusement, prévenu par un ange, décide de fuir avec la Vierge et l'enfant Jésus en Égypte. Et l'épisode représenté a lieu durant ce voyage, à un moment où la Vierge demande à pouvoir se reposer, épuisée par le voyage. C'est un épisode qui n'est pas raconté par la Bible, mais qui est raconté par un évangile apocryphe, donc un évangile qui n'a pas été retenu lors de la composition de la Bible par l'Église catholique. C'est donc un texte qui était connu, mais qui était mis un petit peu de côté. Le texte, donc, l'évangile apocryphe de Pseudo-Matthieu, qui au chapitre 20, évoque justement ce repos, et notamment comment la Vierge, ayant faim, demande à Joseph des dattes d'un palmier dattier sous lequel elle se trouve à l'ombre, mais ces dattes sont extrêmement hautes, et Joseph est dans l'incapacité de récupérer ces dattes. L'enfant Jésus aurait alors levé les yeux vers le palmier dattier, et lui aurait ordonné, au nom de son Père, le Seigneur, de se courber pour pouvoir nourrir Marie, sa mère. C'est donc cet épisode miraculeux que vous voyez ici représenté. Traditionnellement, la plupart des épisodes miraculeux de ce type sont évacués après le Concile de Trente et donc au moment de la Réforme catholique qui répond à la Réforme protestante. Mais cet épisode fait partie un peu des exceptions. Et le plus souvent, ça devient, pour les artistes du XVIIe siècle, un prétexte à une représentation de la Vierge à l'enfant dans un grand paysage. Ici, Gregorio de Ferrari, s'appuyant sur la tradition antérieure au Concile de Trente et à la réforme catholique de l'image religieuse, Gregorio de Ferrari donc maintient cette tradition du miracle avec les anges en partie haute, reprenant donc en cela la composition de Corrège. Mais surtout, ce qui marque autour de ce tableau, c'est le choix de Corrège de donner une place extrêmement forte à Saint Joseph. En effet, Saint Joseph
est un personnage qui, pour l'Église catholique, jusqu'à des périodes relativement récentes, était toujours mis de côté. Finalement, c'est celui qui n'a pas vu ce qui se passait, qui n'a pas compris que l'enfant qu'il était pourtant en train d'élever était destiné à devenir le Christ et le sauveur de l'humanité. Et donc, dans ce type de représentation, comme le repos de la Sainte Famille durant la fuite en Égypte, le plus souvent il est représenté de côté, dans l'ombre, comme un personnage tout à fait secondaire. Regardez par exemple Domenico Piola, donc le beau-père de Gregorio de Ferrari, qui dans les années 60, donc une quinzaine d'années avant le tableau de Gregorio de Ferrari, fait cette grande représentation au Gesù de la fuite en Égypte de la Sainte Famille, et vous voyez comment Saint Joseph est complètement relayé sur le côté, et totalement minoré, pas du tout acteur de ce qu'il se passe. Au contraire, avec Gregorio de Ferrari et avec Corrège, Saint Joseph est parfaitement intégré et donc c'est vraiment un élément sur lequel Gregorio de Ferrari s'appuie après l'étude de l'œuvre à Parme. Toutefois, si l'on reprend l'étude de ce tableau de Corrège, de la première esquisse, la toute première pensée pour la composition de Gregorio de Ferrari, qui encore une fois est au Palazzo Bianco à Gênes, ici au centre de l'image, et la composition finale que l'on représentera ici avec la deuxième esquisse du musée d'Orléans, on se rend compte qu'il y a des différences dans la composition, dans la structuration de l'image, qui montrent que Gregorio de Ferrari est bien un artiste de la fin du XVIIe et qui a un rôle de passeur en direction du XVIIIe siècle. La composition de Corrège, elle, est marquée par une diagonale de force parfaitement rectiligne qui est parfaitement plane et parallèle au plan du tableau. Donc une composition savamment construite, très forte à partir de cette ligne-ci. Lorsque Gregorio de Ferrari, lui, réfléchit au sujet, il tâtonne dans sa première composition et propose finalement une sorte de zigzag avec une composition un petit peu plus marquée, un petit peu plus dynamique. Et c'est encore une autre solution que Gregorio de Ferrari retient dans son tableau, avec finalement un arc de cercle qui part du palmier dattier, qui passe par la courbure des branches, Saint Joseph au premier plan et qui repart vers la Vierge. Donc une composition déjà davantage dynamique, mais qui en plus n'est pas inscrit dans le plan, dans la surface finalement de la toile, qui est une composition qui est dynamique par ce mouvement circulaire, mais qui est dynamique aussi par le mouvement dans la profondeur du tableau. Regardez un peu ces sortes de vues du dessus des différentes compositions, avec à chaque fois la Vierge et Saint Joseph représentés par des rectangles, et dans le dernier tableau, le cercle vient représenter, lui, le palmier. Vous voyez comment, chez Corrège, la grande diagonale est en plus quasiment plane dans l'espace, pas de profondeur creusée finalement avec cette diagonale de force. Dans le deuxième tableau, on sent bien que Gregorio de Ferrari a envie de commencer à travailler cette profondeur et de structurer un petit peu différemment son image avec quelque chose de plus tourmenté, de plus agité. Il suffit de regarder le drapé de Saint-Joseph, qui est un vrai morceau de bravoure dans cette petite esquisse et qui indique justement ce goût, cette envie finalement de mouvement. Et la solution trouvée dans la composition finale, qui forme un merveilleux arc de cercle visible en face du tableau, mais si l'on regarde bien, on se rend compte que Gregorio de Ferrari ne joue pas que avec la surface de l'œuvre, il joue dans la profondeur. Le palmier dattier est quand même relativement loin, puisque entre le palmier dattier et la Vierge, il y a un ange qui tient l'âne, donc de l'espace. La courbure du palmier est assez imposante et vient jusqu'au premier plan de l'œuvre et sort quasiment du tableau pour rejoindre la main gauche de Joseph, qui ensuite lui-même tend les dates au Christ qui est lui plutôt dans le second plan du tableau. Et donc vous voyez dans le schéma la manière dont l'arc de cercle en plus doit être creusé dans l'espace et donne vraiment un sentiment extrêmement fort de mouvement, créant ainsi une composition exceptionnelle qui fait vraiment que l'on peut désigner le tableau de Gregorio de Ferrari comme l'un des chefs-d'œuvre du peintre. Le Bozzetto d'Orléans, la dernière esquisse présentée très certainement au commanditaire et ensuite transmise à l'atelier pour commencer à préparer la grande toile finale et qui sert
a créé finalement cette grande composition de 2,63 m de San Siro de Gênes est une œuvre où vraiment on sent encore le caractère d'esquisse. Vous voyez vraiment cette touche très brillante, très lumineuse, qui vraiment accentue tout l'héritage de Corrège. On voit notamment le visage de la Vierge qui conserve cette dimension très corrégesque finalement dans la grande composition de San Siro à droite, mais dans la composition de gauche, on voit vraiment l'effet lumineux, l'effet de matière tout à fait propre à cette jeunesse de l'artiste. Et c'est un tableau qui vraiment résume peut-être plus finalement toutes les orientations de Gregorio de Ferrari durant sa carrière. Il y a certes dans cette œuvre la dimension corrégesque à travers la composition, à travers notamment le visage de la Vierge ou le choix des couleurs, mais l'on voit également qu'il regarde du côté de ses contemporains ou directs prédécesseurs à Gênes, avec par exemple ce sac au premier plan à gauche qui forme une très belle nature morte, qui semble indiquer déjà un lien avec un artiste surnommé Il Grechetto, Giovanni Benedetto Castiglione, qui a ce goût pour la nature morte, ce goût pour la représentation des animaux et qui traite justement les tissus un petit peu de la même manière. Mais en même temps, on se rend bien compte que la collaboration avec Piola, Domenico Piola, a déjà commencé, puisque les anges en partie haute, ou encore celui qui accompagne l'âne au plan intermédiaire, sont vraiment particulièrement liés au type physique de cet artiste-là, et on voit comment il a déjà intégré le processus de travail dans cet grand atelier intitulé La Casa Piola, et certaines habitudes, certains réflexes de cette production sont finalement ancrés en lui. Il a déjà eu l'occasion d'observer des tableaux de Domenico Piola. Donc cette série de tableaux, exécutés encore une fois entre 1674 et 1675, permet de voir un artiste au travail, de la première esquisse à la composition finale, avec une esquisse intermédiaire que nous avons la chance, encore une fois grâce à Elena et Guy Mottet de Narbonne, de pouvoir présenter au musée d'Orléans, et qui ainsi évoque tout l'aspect brillant et génial de cette école ligure, de cette école de Gênes du XVIIe siècle, que les Français ont beaucoup apprécié. On retrouve en effet dans beaucoup de musées français, un peu de partout, des tableaux du Seicento de Gênes, et qui révèlent finalement un goût depuis le XVIIe siècle des collectionneurs français pour cette peinture-ci, qui est particulièrement brillante, avec un soin apporté aux couleurs, un goût du paysage également, et un lien à la peinture flamande particulièrement marqué, qui a peut-être captivé finalement les collectionneurs. Et l'on va même jusqu'à dire que certains artistes génois, notamment Stefano Magnasco, auraient pu venir au XVIIe siècle travailler à Orléans. Comme quoi, les Orléanais, eux aussi, n'ont pas fait exception à ce goût de la peinture génoise. Et c'est donc avec un grand plaisir que l'on peut présenter au musée aujourd'hui ce tableau qui témoigne du goût des collectionneurs français et également orléanais.